J'espère que vous aimez tous le Comte de Monte Cristo. Oui, oui. Et que vous avez tous lu le Comte de Monte Cristo. Si vous n'avez pas lu le Comte de Monte Cristo, lisez-le. Dumas est absolument génial et passionnant. Et puis, alors, il y a plein de films, donc vous aurez de toute façon l'occasion d'être confronté à ce mythe. Alors moi, j'aime le Comte de Monte Cristo. J'ai lu le roman peut-être 6 ou 7 fois, et à chaque fois avec la même joie, le même plaisir. Et comme il y a eu cette opportunité de conférence, je me suis dit, allez hop, je vais mettre le Comte de Monte Cristo, et puis on va voir si j'arrive à passionner mon auditoire au même niveau où je l'ai été en le lisant. Alors on va le temps est compté, donc on va aller très vite de cet immense roman. On va parler très rapidement de Dumas et Maquet et de la façon dont le Comte de Monte Cristo a été écrit, comment et pourquoi. On va résumer le roman, on va parler des sources de l'origine de l'histoire, d'où ça vient. On va très vite, on va zapper sur le succès mondial et les adaptations qui sont innombrables du Comte de Monte Cristo. C'est il fait partie des 10 plus grands succès littéraires mondiaux. Et puis après, on va s'interroger, et ce sera l'occasion d'un débat si on a encore le temps avant d'aller se restaurer, de voir quels sont les mythes, quels sont les thèmes qui nous interpellent et pourquoi nous sommes si attachés au Comte de Monte Cristo. Alors, il faut que ça marche aussi. Allez, c'est je pareil. Alors, Alexandre Dumas, il a 42 ans. En 1844, le Comte de Monte Cristo est écrit à partir de fin 1844. Il est déjà très connu pour son théâtre, il a été candidat à l'Académie française. Et depuis 3 ans, il travaille avec Auguste Maquet, que vous voyez à droite, et c'est Gérard de Nerval qui l'a présenté à Dumas, et Maquet est un écrivain, et il était très ami avec Théophile Gautier, il faisait partie de la bande de ces écrivains autour de Théophile Gautier. Alors Maquet a eu l'idée des 3 mousquetaires en reprenant les mémoires de D'Artagnan écrits par Schepati, et puis il a construit les plans, et en général il construit les plans des romans, et il rédige avec Dumas. Il travaille comme des brutes toute la journée, souvent la nuit, ils se retrouvaient le soir à dîner pour comparer leurs écrits. Et pourquoi ils travaillaient comme des brutes? Parce qu'ils étaient parce qu'ils devaient produire un chapitre par jour, parce que c'était publié dans des journaux. Alors, le Comte de Monte Cristo est pareil en feuilleton dans le journal des débats, qui est un des quotidiens de l'époque, c'est l'époque de l'explosion des quotidiens qui tira des millions d'exemplaires. Il y avait le Siècle, le journal des débats, une multitude de journaux qui d'ailleurs ont disparu ou changé de nom, puisque en 1945, il y a beaucoup de journaux qui ont disparu. Le Comte de Monte Cristo paraît en feuilleton, un chapitre par jour, pour voir ce que c'est qu'un chapitre. Et en moyenne, et c'est une production qui est un peu comparable, qu'on peut rapprocher à ce que sont les séries télévisées aujourd'hui. Donc il faut aller très vite, il faut plaire au lecteur absolument. Quand on n'a pas le fait de l'histoire, on fait un petit aparté pour une autre histoire. Et donc le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire qui comporte des tas d'autres histoires. Alors, pour donner cours aux polémiques, on a dit que Dumas n'avait rien fait, que c'était Maquet qui était son nègre. D'ailleurs, on appelait le terme nègre à Dumas avec un petit sourire ironique. Et on dit en fait c'est Maquet qui a fait tout le boulot. Alors c'est complètement faux. Dumas écrit incomparablement mieux que Maquet. D'ailleurs, les romans de Maquet sont totalement oubliés et n'ont jamais eu de succès. Par contre, Maquet sait remarquablement bien imiter le style de son maître. Donc Maquet est un excellent écrivain de pastiche. Et si bien qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de détecter quand on lit ce qui a été écrit par Maquet, ce qui a été écrit par Dumas. C'est probablement 50-50, mais Maquet appliquait le style de Dumas quand il écrit. Non, c'est stop. Alors, on va essayer de résumer les 398 pages de roman en 30 minutes. C'est un défi qui est cruel et qui est frustrant, parce qu'on est obligé de saper des tas de choses et se dire, bon, bah, ça c'est pas important, on va pas le dire, vous me direz ce que vous en pensez après. Alors, comme nous connaissons tous cette merveilleuse histoire, ce sera un petit peu plus facile, parce que ce que j'aurais pas dit, vous le connaîtrez. Et j'ai décidé de me limiter aux caractères principaux et aux mécanismes de la vengeance, uniquement, et pas du tout parler des histoires périphériques.
Alors, deux remarques préalables. Ce résumé va être illustré de nombreuses gravures qui proviennent d'une édition anglaise et américaine de 1888, qui est convertie en e-book et qu'on trouve sur Internet et sur le site de la Fondation Gutenberg, qui est une fondation américaine. Deuxième petite remarque, le Comte de Monte Cristo s'écrit sans H. Or, les 10 premières éditions du 19e siècle ont écrit avec un H, pour rappeler le Christ. Et en fait, ça s'écrit sans H parce que le livre de Monte Cristo s'écrit sans H, ça s'écrit à l'italienne sans H. Donc cette faute d'orthographe a été rectifiée à partir de 1880, mais tout ce qui a été publié avant 1880 a été publié à tort avec un H. Donc je voulais laisser lever toute ambiguïté sur l'écrit. Alors, nous sommes à Marseille en 1815, au tout début de la Restauration. Edmond Dantès est un jeune marin heureux. Il va épouser la belle Mercedes et il va être nommé capitaine du Pharaon, le plus beau navire de l'armement Morel, sur le port de Marseille. Et il revient d'un long parcours en Orient, où le Pharaon a dû relâcher à l'île d'Elbe, et à l'île d'Elbe, il y avait l'empereur Napoléon déchu, qui était prisonnier, qui était le roi de l'île d'Elbe, et un garde de l'empereur a chargé le capitaine, et puis qu'il a remis à Edmond Dantès, il l'a chargé d'un pli urgent, dont il ignore tout, mais qu'il doit remettre à Paris. Mais Danglars, l'agent comptable du Pharaon, brigue sa promotion de capitaine. Les jaloux, ça arrive toujours. Hein. Et Fernand Mondego, un jeune marin amoureux de Mercedes, la fiancée d'Edmond, et jaloux d'Edmond aussi. Avec leur voisin Gaspard Cadros, qui est un tailleur veule et antipathique, les trois aigris se retrouvent à la réserve, qui est le café du coin, et ils imaginent une mauvaise blague pour retarder le mariage d'Edmond et sa nomination comme capitaine du Pharaon. Alors ils écrivent une lettre anonyme à la main gauche où ils dénoncent Dantès comme procureur du roi, Dantès au procureur du roi, Gérard de Villefort, comme agent bonapartiste chargé d'un pli qui prépare le retour de Napoléon de l'île d'Elbe. En plein repas de fiançailles, Edmond Dantès est arrêté. Il est interrogé par le procureur Villefort, qui d'abord bienveillant, il écrit des lettres anonymes, il en reçoit 10 par jour. En plus, c'était la Restauration, c'est une période trouble, hein, et énormément, comme tout changement de régime, énormément de règlements de compte, soit politiques, soit plus personnels, qui sont basés à cette époque-là, c'est une époque d'énorme augmentation de la criminalité. Et alors, il lui dit qu'il brûle, on le voit, il jette à la chevillée la lettre compromettante, et il s'apprête à relâcher Edmond. Mais tout d'un coup, découvrant qu'Edmond connaît le destinataire du pli compromettant, qui s'appelle M. Noirtier, rue Coquéron numéro 13 à Paris, il se reprend et il fait mettre Edmond Dantès au secret, et on comprendra plus tard pourquoi. Edmond est emmené au Château d'If, dans la rade de Marseille, et mis au cachot sans jugement. Il devient le numéro 34, il perd même son nom, son identité. 5 années de solitude ruinent tous les espoirs d'Edmond Dantès, mais au plus profond de son désespoir, un bruit dans la cloison lui permet de rencontrer le prisonnier du bout du couloir, le numéro 27, qui creuse un tunnel pour essayer de s'évader. C'est le vieil abbé Faria, prêtre et savant italien, emprisonné en 1807 pour avoir tenté de fuir l'Italie, de l'unir l'Italie. Et Dantès et Faria vont se lier d'amitié, et pendant 9 ans, tout en creusant ensemble un nouveau tunnel dans le bon sens pour être sûr de déboucher sur la mer, il va transmettre à son jeune compagnon son savoir universel, les langues, les mathématiques, la chimie, l'histoire des nations et celle des grands hommes, jusqu'au XIXe siècle, on aimait encore les grands hommes. Bref, toute sa sagesse et toute sa culture. Edmond devient aussi le fils spirituel de l'abbé Faria. Faria et Dantès à réaliser et à comprendre qui sont les auteurs de cette lettre anonyme de dénonciation. C'est Cadros, Danglars et Mondego. Et quelle était leur but? Et puis, il lui apprend pourquoi le procureur du roi, qui a jeté sa lettre et devait le relâcher, s'est repris quand il a su qu'il connaissait le nom de Noirtier, rue du Coquéron, numéro 13, Paris. En fait, Villefort ne s'appelle pas Villefort, il s'appelle Noirtier de Villefort, et Noirtier, qui était le destinataire de la lettre secrète de Napoléon, qui annonçait son retour de Judaine, est le père de Gérard de Villefort, le procureur du roi.
si l'administration judiciaire royale apprend que Villefort est le fils d'un conventionnel fervent bonapartiste, sa carrière est foutue. Et donc, pour éviter d'être compromis par son père, il a mis au secret Dantès et évidemment interdit toute instruction de son père. Alors Dantès jure au fond de lui-même de se venger s'il est libéré. Mais le vieux Faria est malade, il est très malade. Et au cours d'une crise, il confie à Dantès le secret de l'immense trésor du comte Spada. Alors le comte Spada, c'était un comte italien qui a été secrétaire particulier du pape Borgia. Et qui a fait une fortune colossale, peut-être pas autant que le pape Borgia et son fils, mais quand même un très grand trésor. Et le pape a voulu l'assassiner, mais il a mis pour récupérer son argent, mais il a caché son argent avant d'être assassiné par le pape. Si bien que de comte Spada en comte Spada, l'abbé Faria a été le dernier secrétaire et il est l'héritier de ce trésor caché. Ce trésor est enfoui depuis 300 ans dans une grotte de l'île de Monte Cristo, au large de l'île d'Elbe. Alors vous voyez l'île d'Elbe, la Corse, l'Italie, l'île de Monte Cristo est ici. Et là voilà. Faria ne survit pas à sa troisième crise d'apoplexie. Et Dantès réalise soudain qu'il pourrait prendre la place du mort, rentrer dans le suaire, pour rejoindre le cercueil du château d'If. Il pense que les prisonniers sont enterrés dans le cercueil et qu'il pourra creuser la terre et sortir. Qu'est-ce que je dis? Merci, Madame la Présidente. J'ai lapsus sur lapsus ce matin. Ça, pourvu qu'il ne soit pas révélateur. Mais alors qu'il pensait être enterré, il est jeté en mer du haut des rochers du château d'If et en pleine tempête. Mais heureusement, il avait un couteau pour scier le gros boulet qui lui tenait les pieds, découper le linceul, et puis c'est un très bon nageur, parce que c'est un marin. Alors il rejoint un îlot rocheux et il est finalement recueilli par la jeune Amélie, qui est un navire de contrebandier, et qui croise entre la France, la Corse et l'Italie. Alors, profitant d'une relâche sur l'île de Monte Cristo, Dantès va demander à ses nouveaux amis, les contrebandiers, de le laisser quelques jours, parce qu'il a mal à la cheville, seul sur l'île de Monte Cristo. Et avec la carte de l'abbé Faria qu'il a gardée, il trouve l'entrée de la grotte en faisant sauter un rocher, exploser un rocher, et puis il retrouve le fabuleux trésor. Et le voilà immensément riche. Alors, après avoir mis son trésor en sûreté, évidemment, Dantès achète un yacht et il part voyager. Et on ne parle plus de Dantès, il part en Orient, il se forme, il s'informe et il découvre un monde mystérieux et nouveau. Et nous retrouvons Dantès en 1838. Et après 14 ans de cachot, 9 ans après son évasion, il a changé. C'est plus du tout le même homme. Il a 43 ans, il devient un personnage pâle et ténébreux, mystérieux, venu d'Orient et que personne ne connaît et ne reconnaît. Et il va être désormais soit le comte de Monte Cristo, soit l'abbé Busoni, soit le banquier Lord Villemort, soit encore le voyageur Simbad le Marin. Il apprend à Marseille que son vieux père est mort de faim, et que Mercédès a disparu, et que Caderousse est maintenant tient une auberge au Pont du Gard, en fait, entre Bellegarde et Beauclerc, l'auberge du Pont du Gard, qui a toutes les caractéristiques d'une auberge rouge. Alors l'aubergiste Caderousse reçoit la visite de l'abbé Busoni qui lui montre un diamant. Et il lui dit « Edmond Dantès m'a donné ce diamant sur son lit mort en me demandant de le remettre à Mercédès, de le vendre et d'utiliser le produit de la vente pour remercier mes seuls vrais amis que j'ai jamais vus sur Terre, qui sont Caderousse, Danglars et Mondego. » Alors Caderousse lui raconte comment, malgré les secours du vieux père Morel, de l'armement Morel, le père d'Edmond est mort de faim, comment l'armement Morel, qui a perdu presque tous ses navires sauf le Pharaon, est aujourd'hui au bord de la banqueroute. Il lui explique que Danglars a fait fortune, il est devenu le baron Danglars, il est un des plus riches banquiers parisiens. Quant à Fernand Mondego, après une brillante carrière militaire, il a hérité d'Ali Tebela, le pacha de Janina, qui se battait contre sa tutelle ottomane turque. Les
guerre grecque des mêmes années que l'invasion de Napoléon par les Russes. Et que Ali Pacha lui a donné toute sa fortune, et donc maintenant Fernand Mondego, qui est très riche, et en plus il est le comte de Morcerf, et il est pair de France. Quant à Mercedes, après un deuil de 18 mois, elle a fini par épouser Fernand, pour ne pas être seule. Elle est aujourd'hui la comtesse de Morcerf. Elle a eu un fils, mais elle n'est pas heureuse. Et seul Caderousse est resté pauvre, et comme il est resté pauvre, il avait besoin lui donne le diamant pour lui tout seul, puisque c'est lui qui en aura besoin. Et donc on ne le vend pas. Alors de retour à Marseille, le comte de Monte Cristo, déguisé cette fois-ci en lord de Villemort, suspend les dettes du bon Morel, mais apprend que le pharaon, le dernier espoir de l'armement, vient de couler en Méditerranée. Heureusement, tous les matelots ont été secourus par un navire qui passait à côté. Alors il demande patience à Morel et à ses enfants, Maximilien et Julie, car il fait construire en cachette, et pendant 3 mois, un nouveau pharaon qui arrive dans la reine de Marseille, chargé de cochepilles et d'indigo. Et sur consigne d'un certain Sinbad le marin, Julie découvre dans l'appartement du vieux Dantès une bourse pleine de diamants pour payer sa dot. Parce qu'elle est fiancée avec Emmanuel, qui est le secrétaire général de l'armement Morel, et il devrait se marier, mais elle n'a pas de dot parce qu'il y a les plans. Et pourtant, alors la famille Morel est sauvée, et elle s'est dit, mais c'est un miracle, et elle ne connaît pas son bienfaiteur anonyme. Mais pourtant, Maximilien révèle plus tard à Monte Cristo que sur son lit de mort, les dernières paroles de son père, c'était sa conviction. Et il a dit, Maximilien, c'était Edmond Dantès. Très émouvant. La partie marseillaise du roman s'achève et nous retrouverons le comte de Monte Cristo à Rome. Il y rencontre 2 jeunes Français mondains, Franz d'Épinay et surtout le jeune Albert de Morcerf. Les jeunes de la bonne société à l'époque copiaient les Anglais et faisaient le grand tour, c'est ça qui a donné le nom de tourisme. On allait beaucoup en Italie, parce que l'Italie c'était la mère de toutes les cultures, des arts, de l'histoire, du classicisme. Et donc Franz d'Épinay et Albert de Morcerf, chacun avec des bourses bien pleines et des lettres de change bien approvisionnées, passent des temps agréables entre les monuments romains et les romains. Mais le jeune Albert, il est imprudent, il est coureur, un peu trop coureur, et il est kidnappé contre rançon par le célèbre bandit Luigi Vampa, grand bandit romain. Mais Monte Cristo est un ami de Vampa et le fait libérer des catacombes où il dort tranquillement en attendant son exécution le lendemain matin. En retour, Monte Cristo voudrait bien visiter Paris, parce qu'il ne connaît pas Paris. Alors il demande à Albert de lui servir de guide. Et ce séjour a pour apparence la curiosité, mais pour réalité, la vengeance. Monte Cristo arrive à Paris, il rencontre Morcerf, Danglars, Villefort. Seule Mercedes le reconnaît. Mais malheureuse et un peu fascinée, elle ne dit rien. Et d'ailleurs, le lecteur ne sait pas qu'elle sait. Installé dans son hôtel des Champs-Élysées avec une petite maison de campagne à Auteuil, Monte Cristo va embrasser et éclairer la vie parisienne de la monarchie de Juillet, la monarchie Louis-Philippe Ardant. Et tout en développant son amitié avec les enfants Morel qui sont maintenant installés à Paris, donc Julie et son Emmanuel, et puis Maximilien, le frère, et surtout Monte Cristo devient très ami avec Maximilien, il monte des machinations sophistiquées pour détruire ses victimes, Caderousse, Danglars, Morcerf et surtout Villefort, qui chacune à sa façon incarne la corruption profonde de la société de cette époque. Peut-être pas toute cette époque d'ailleurs. Il va les déshonorer, les ruiner, les tuer en utilisant leur faiblesse et leur faute du passé, mais sans jamais intervenir directement ni se dévoiler avant d'avoir achevé leur ruine. Et c'est tout l'intérêt, c'est que le lecteur sait, mais les gens ne savent pas dans le roman. Alors Caderousse, on va les prendre dans l'ordre. Alors Caderousse est resté un fiefé gredin. Il a assassiné le joaillier qui avait acheté son diamant, comme c'est de l'argent et le diamant. Et puis il a assassiné sa femme, parce que, pour pas qu'il parle. Il est finalement arrêté et condamné au bagne de Toulon. Et c'est là qu'il rencontre un certain Benedetto, voleur et assassin comme lui, et ils s'évalent ensemble.
Alors Cadmus retrouve Benedetto à Paris, et Benedetto est dans l'aisance parce qu'il a la protection financière du comte de Monte Cristo. Alors Cadmus fait chanter son ancien compagnon de chaîne et organise le cambriolage de l'hôtel des Champs-Élysées. Monte Cristo est prévenu gentiment par Benedetto, qui aimerait bien se débarrasser définitivement de son complice menaçant qui le fait chanter. Évidemment, le risque d'un maître chanteur, c'est de plus chanter. Et Cadmus est alors surpris par l'abbé Busoni, donc Monte Cristo se déguise en abbé Busoni, en pleine action, et l'abbé le laisse s'enfuir si Dieu lui pardonne. À peine de retour dans la rue, Cadmus est poignardé à mort par Benedetto. Transporté agonisant dans l'hôtel, l'abbé Busoni lui fait signer une dénonciation écrite de Benedetto, même dans sa poche, et puis lui dévoile à l'oreille sa véritable identité pour lui prouver que justice est faite et que Dieu existe. Et Cadmus meurt en demandant pardon au ciel. Et là. Pardon ? Je prends trop de temps. Ah ouais, mais bon, oui, tu as raison. Le baron Danglars est banquier. Il dirige la banque Danglars qui doit sa prospérité à des investissements inattendus et très lucratifs. Alors en fait, son épouse Hermine, dont il vit séparé depuis longtemps, a pour amant le très bien informé Degré, qui est le secrétaire particulier du ministre de l'Intérieur. Alors, Degré, il donne ses tuyaux sur le loyer à sa maîtresse Hermine. Hermine les transmet à son mari, qui peut ainsi investir judicieusement. Et puis, la baronne Hermine, elle touche un pourcentage des gains de son mari et elle leur rétrocède une partie à son amant. Donc, c'est un système à trois qui marche très bien et qui a fait la fortune du banquier Danglars. Alors, les Danglars ont aussi une fille qui s'appelle Eugénie et qui devrait épouser Albert de Morcerf et donner ainsi à la famille Danglars une meilleure respectabilité. Mais Eugénie, dotée d'une beauté un peu masculine, veut être libre et artiste. Et elle refuse le mariage et elle s'intéresse beaucoup plus à son amie, la musicienne Louise d'Armilly, qu'au garçon. Monte Cristo possède un crédit illimité sur la banque Danglars couverte par sa banque romaine Thomson & French. Et ce crédit va progressivement ruiner la trésorerie de Danglars. De plus, le prenant à son propre jeu, Monte Cristo soudoie un agent télégraphiste pour transmettre au ministère des fake news sur le roi d'Espagne. Et Danglars va en urgence et à perte ses emprunts espagnols avec une moins-value d'1 million d'euros. Monte Cristo suggère alors à Danglars, pour renflouer sa trésorerie, un meilleur mariage pour Eugénie, parce que le petit Morcerf est bien gentil, mais ils n'ont pas d'argent, les Morcerf. Il sort de sa manche un prince italien, Andrea Cavalcanti, immensément riche, dit-il, qui entame immédiatement une cour assidue auprès du père Danglars et de la fille. Alors la fille, ça ne sert pas à grand-chose, mais le père, par contre, il est séduit. Mais Cavalcanti n'est qu'autre que Benedetto, notre Benedetto depuis tout à l'heure, le compagnon de Cadmus, un voleur et un assassin échappé du bagne. Et il est arrêté par la police en pleine réception de signature du mariage. Mariage qui devait d'ailleurs apporter des millions à Danglars. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Edmond Dantès a été arrêté pendant la réception de son mariage et complètement à l'autre bout Benedetto est aussi arrêté au moment de la réception de son mariage. Comme quoi, il faut vérifier son casier judiciaire avant de se marier. Eugénie, déguisée en homme, s'enfuit avec sa Louise pour ne plus revenir. Quant à Danglars, il est condamné à la honte et à la ruine. Morcerf Monte Cristo sait que Morcerf a fait fortune en trahissant Ali Teglin, le pacha de Janina. Il le sait. Alors que Morcerf devait le protéger. Il a livré la citadelle de Janina aux Turcs contre rançon et contre Haïdé, la mère d'Haïdé, qu'il a eu comme esclave et qu'il a pu vendre comme esclave. Haïdé, la fille d'Ali Pacha, a donc été mise en esclavage, et on sait ce que ça veut dire en Turquie, mais Monte Cristo l'a rachetée, et elle vit maintenant chez Monte Cristo, et elle est traitée comme une princesse grecque, ce qu'elle est. Danglars, de son côté, aimerait bien donner sa fille à Cavalcanti,
Mais il ne sait pas comment se dédire auprès de Morcerf, à qui il avait promis, ça avait le génie. Alors, Monte Cristo, lui, il y a peut-être des histoires sur Morcerf. Il faudrait comme ça, vous pourriez trouver un argument pour lui dire que finalement, vous préférez le prince Cavalcanti à Albert de Morcerf. Et Monte Cristo suggère à Danglars d'enquêter sur Janina. Allez voir, vous avez certainement des correspondants financiers en Albanie, allez vous renseigner à Janina pour voir ce qu'on dit de Morcerf. Et l'Impartial, encore un quotidien de l'époque, informé par Danglars, publie alors un fait divers en 3e page. On nous écrit de Janina et dévoile la trahison d'un certain officier franc nommé Fernand. Alors, Albert de Morcerf pense immédiatement que c'est son père, il veut laver l'honneur de son père et il menace son ami Beauchamp, le journaliste à l'Impartial, parce qu'à l'époque ça se réglait pas en justice, ce serait bien la diffamation. Alors Beauchamp pourrait l'enquêter, il part à Janina et hélas à son retour il confirme qu'il s'agit bien de Fernand Mondego. Et maintenant tout Paris est au courant. La Chambre des Pairs, qui est aujourd'hui le Sénat, enquête alors sur cette rumeur qui accuse l'un de ses membres. C'est là qu'un témoin inattendu, Haïdé, arrive en plein débat sur Morcerf. Elle reconnaît le compte, on le voit là, elle reconnaît le compte et elle explique et elle montre le contrat de vente de sa vente, elle comme esclave. Albert de Morcerf, toujours intrépide, alors Fernand, le comte de Morcerf est déchu, convaincu de félonie, de trahison et d'indignité par la Chambre, il n'est plus rien. Alors Albert de Morcerf, toujours intrépide, veut venger son père et trouver l'auteur du scandale. Il va chez Danglars, et Danglars lui dit « Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Monte Cristo qui m'a suggéré, Janina. Moi, je n'y pensais pas du tout. » Alors Albert, toujours aussi émotif et impulsif, provoque Monte Cristo en duel. Monte Cristo est sûr de le tuer parce qu'il est 10 fois plus adroit au pistolet et à l'épée que le jeune intrépide Albert de Morcerf. Mais la veille du duel, dans la nuit, Mercédès se présente chez le comte et l'implore « Edmond, vous ne tuerez pas mon fils. » Monte Cristo est élu. Et il lui explique que le comte de Morcerf y subit son propre châtiment, que c'est normal, que ce type est une racaille, que c'est lui qui a posté cette lettre anonyme qui lui a valu 14 années de cachot, qu'il a trahi les Français à Waterloo pour les Anglais, qu'il a trahi les Espagnols pour les Français en Espagne, il a consacré toute sa vie à trahir les gens qu'il payait. Et dans l'armée, c'est pas bien porté. Sur l'instance de Mercédès, Edmond accepte quand même de ne pas tuer Albert, ce qui veut dire se faire tuer lui-même. Le lendemain, le comte et les témoins sont là pour le duel. Albert arrive en retard, mais ce n'est pas pour se battre, c'est pour parler au comte et devant tous les témoins. Sa mère l'a informé de la trahison de son père et des malheurs qui en ont découlé, et il remercie Monte Cristo de ne pas s'être vengé davantage. Le comte de Morcerf veut alors défier Monte Cristo chez lui, mais Morcerf reconnaît Edmond Dantès, qui met pour l'occasion sa tenue de matelot. Il rentre chez lui effaré, croise sa femme et son fils qui le quittent définitivement. Il se tire une balle dans la tête. Et de deux. Mercédès, accablée par la trahison de Fernand, part avec son fils en abandonnant tous ses biens et son rang social. Elle trouve refuge dans la petite maison des Médians, qui est la maison Dantès, la maison du père d'Edmond Dantès, que Monte Cristo lui donne, et il lui donne les petites économies qu'il avait mis de côté quand il était matelot pour qu'ils aient une vie heureuse ensemble. Cadros, l'assassin, est mort sous les coups de couteau d'un assassin. Danglars, le spécialiste du délit initié, a été ruiné par les mêmes informations confidentielles dont il disposait avant qu'elles ne soient publiques. Morcerf avait bâti son image sur les valeurs militaires d'honneur, de courage et de fidélité. Il est réduit au suicide quand l'opinion publique découvre que sa propre histoire dément la totalité de ses principes. Quant à Villefort, il incarne la noblesse. Avec la rigueur familiale et la justice, Monte Cristo va montrer combien il en est bon. Je suis encore dans les temps, Madame la Présidente? Tu connais là? Bah non. Il est 11h moins 15. Ah, midi moins le quart. Bon, bah, je vais y aller. Ouais, bah bon. Je vais y aller. Un petit retour en arrière. Monte Cristo a acheté une maison de campagne à Auteuil. Et nous revenons 20 ans en arrière.
Monte Cristo, nous l'avons vu, a acquis cette maison, et cette maison, elle appartenait à la famille Saint-Méran. Famille limoise, c'était la belle famille, la première belle famille de Villefort, qui avait épousé René de Saint-Méran, et qui est morte en bouche. Et il sait que Villefort recevait dans sa jeunesse sa maîtresse, qui s'appelait Hermine de Narbonne, qui est devenue ensuite Hermine d'Anglade, comme quoi elle est du monde. Et Hermine est tombée enceinte, mais Villefort, pour ne pas être déshonoré, alors Villefort, sa garçonnière, c'était la maison de ses beaux-parents. Villefort, il a enterré le nouveau-né qui croyait bander dans sa coffret au fond du jardin. Or, un marin corse, Bertuccio, le guettait au même instant. Il avait juré de se venger de Villefort, qui avait autrefois refusé tout secours à la famille de son frère qui a été assassiné lors de la Terreur blanche de 1815 à Nîmes, parce qu'il était bonapartiste. Il saute sur Villefort et le poignarde, mais ne fait que le baiser, et il s'enfuit avec le coffret, il croit que c'est un trésor. Il ouvre, c'est un nouveau-né, et bien vivant. Alors, le Corse l'adopte avec sa sœur, et il le baptise Benedetto, parce qu'il n'avait pas, sa sœur n'avait pas pu avoir d'enfant, et lui non plus, de son côté. Malgré l'amour de ses parents adoptifs, ce Benedetto va se révéler une vraie racaille, comme on a pu déjà le constater, et au moment où nous parlons, il est en prison. Il attend d'être jugé pour le meurtre de Cadrousse, et vous savez qui instruit le procès, c'est le procureur du roi, Gérard de Villefort. Alors dans la famille Villefort, il y a 4 personnes qui vivent avec Gérard de Villefort. Il habite avec son père, sa femme, sa fille, son fils. Noirtier, l'ancien conventionnel bonapartiste qui a voté la mort du roi, père de Gérard de Villefort, a eu un AVC. Il est tétraplégique et ne s'exprime plus qu'en clignant des yeux. Villefort a eu une fille, Valentine, de son premier mariage avec René de Saint-Méran, qui est morte en bouche. Mais Valentine, douce et fragile comme sa mère, doit être mariée à Franz d'Épinay, qu'elle n'aime pas du tout. Parce elle aime d'un amour partagé Maximilien de Morel. Et elle est aussi très attachée à son grand-père, Noirtier, avec qui elle communique parce qu'elle sait comment communiquer par clignement des yeux avec son grand-père. Et alors Villefort, après, il s'est remarié avec Héloïse, qui est une belle-mère jalouse. Elle lui a fait un enfant, Édouard, qu'elle gâte et protège. Elle n'aime pas Valentine et surtout elle convoite l'héritage des Saint-Méran. Et puis elle est passionnée par les poisons, cette dame. Alors elle s'informe sur les poisons, discrètement, auprès de Monte Cristo, qui lui donne très volontiers toutes ses recettes. Alors maintenant qu'elle est bien équipée en fiole maléfique, Héloïse, pourquoi c'est fort tout d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça va là? Maintenant qu'elle est bien équipée en fiole maléfique, Héloïse entreprend d'empoisonner méthodiquement tous les membres de sa famille, enfin de sa belle famille, pour faire d'Édouard, son fils, le seul héritier des Noirtier et Saint-Méran. Tout d'abord, monsieur et madame de Saint-Méran, qui sont venus pour le mariage de leur petite fille avec Franz d'Épinay. Donc le père est mort à peine la sortie de Nîmes dans son carrosse. La grand-mère, elle arrive, elle meurt chez eux. Et puis par erreur, Barrois, le fidèle domestique de Noirtier, est empoisonné aussi. Alors tout le monde soupçonne Valentine, mais Valentine est finalement victime à son tour du poison de Samarate. Mais Monte Cristo, prévenu au dernier moment par Maximilien, a promis d'être le protecteur de Valentine. Il achète l'appartement qui touche leur immeuble, il creuse des poisons pour pouvoir pénétrer de nuit dans la chambre de Valentine. Alors il pénètre dans sa chambre, il substitue le poison à un somnifère pour que Valentine paraisse morte. Et puis après, une fois qu'elle est enterrée, il enlève aussi le cercueil, et donc elle n'est pas morte. Alors, Villefort a désormais compris qu'Héloïse, sa propre épouse, puisqu'il ne reste plus qu'elle, est l'empoisonneuse. Et comme il refuse de requérir contre elle la peine de mort, et il ne veut pas qu'il y ait d'instruction dans sa famille, il lui donne 2 heures pour mettre fin à ses jours. Ce qui lui permet de se rendre au palais de justice, de diriger le procès de Benedetto, dont il a terminé l'instruction. Il est très très fier d'avoir toutes les preuves contre Benedetto. Mais au moment où on interroge Benedetto sur son état civil, il explique que son père est procureur du roi, et que d'ailleurs c'est lui, il est assis en face de lui, et qu'il a toutes les preuves, et qu'il est né à Auteuil dans la nuit du toc. Effondré, et voulant sauver ce qui lui reste de famille, Villefort court chez lui pour sauver Héloïse, morte
pour trouver Héloïse morte avec son fils Édouard, car, écrit-elle sur le papier qu'elle laisse, une bonne mère ne part pas sans son fils. L'abbé Busoni est là. Il prie avec Noirtier pour l'âme de Valentine, mais en réalité, il attend Villefort. Il se dévoile, il lui explique que c'est lui Edmond Dantès, dont la vie a été condamnée par le jugement de Villefort, mais il lui dit que sa vengeance a été sa dette a été assez payée. Villefort lui montre les corps d'Héloïse et d'Édouard, et à ce moment-là, Monte Cristo comprend qu'il a été trop loin, qu'en voulant exercer la justice de Dieu, il avait outrepassé ses droits, et maintenant qu'il faut absolument qu'il sauve le dernier coupable. Villefort, quant à lui, il est devenu fou, et il creuse compulsivement son jardin pour retrouver un coffre. Danglars n'a plus que 5 millions dus aux hospices, mais Monte Cristo lui réclame la même somme, il n'a donc plus rien. Il lui reste une traite sur Thompson et French à Rome, il court à Rome pour encaisser ses derniers fonds et fuir ses créanciers avant que les hospices ne fassent opposition sur sa lettre de change. Mais Luigi Vampa, que nous retrouvons, prévenu par Monte Cristo, l'enlève et s'apprête à lui prendre ses derniers biens en lui vendant des plats et des boissons à des prix exorbitants. Monte Cristo se présente à lui comme le commandeur dans Don Juan, et dans une scène qui rappellerait le festin de Don Giovanni, mais à l'envers, il lui dit « Je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont vous avez prostitué la fiancée. Je suis celui dont vous avez fait mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui cependant vous pardonne, parce qu'il a besoin lui-même d'être pardonné. Je suis Edmond Dantès. » Il lui laisse 50 000 francs, il remboursera lui-même les hospices, et il demande que Danglars soit libéré après un bon repas. Maximilien Morel, qui croit Valentine morte, veut mettre fin à ses jours. Monte Cristo, désormais à nouveau Edmond Dantès, le conjure d'attendre un mois et lui fixe rendez-vous sur l'île de Monte Cristo. Maximilien s'y réveille, après avoir petit somnifère, la chiche et l'opium, et retrouve Valentine bien vivante. Edmond Dantès est parti en leur laissant une lettre. Noirtier les attend à Livourne pour les bénir avant leur mariage. Et Monte Cristo leur donne tous ses biens parisiens ainsi que tous les trésors de la grotte de Monte Cristo. Mais en retour, Valentine devra donner aux pauvres tout ce dont elle a hérité de son père et de son frère. Dantès a retrouvé l'amour avec Haïdé le Janina, et il la prend pour compagne. Et peut-être, mais l'histoire ne dit pas, peut-être pourra-t-il être à nouveau heureux. Edmond et Haïdé quittent Monte Cristo sur la mer, tandis que Valentine et Maximilien méditent les derniers mots de la lettre d'Edmond. Toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots, attendre et espérer. Et on en vient à la dernière partie de mon exposé. L'île de Monte Cristo d'abord. C'est un petit îlot, tout petit, qui garde les ruines d'une vieille abbaye bénédictine médiévale, mais a servi durant des siècles comme repère de pirates et de contrebandiers. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle et interdite d'accès, seuls les scientifiques peuvent y accéder. Et l'île garde, parce qu'elle a été un repère de contrebandiers et une grande abbaye bénédictine, le mystère d'un trésor qui serait caché, qui aurait été caché. Et donc l'idée du trésor n'est pas d'Alexandre Dumas, on en parlait en parlant de Monte Cristo. Et en 1842, Dumas y a emmené le jeune prince Napoléon Jérôme Bonaparte, le fils de Jérôme Bonaparte, le petit frère de Napoléon, qui habitait en Italie, et Dumas allait régulièrement chez eux, donc il a fait un petit tour en bateau avec le prince. Et ils n'ont pas pu aborder, mais ça a donné à Dumas l'idée de faire un roman sur un comte romain très riche, qu'on appellerait le comte de Monte Cristo, et qui partirait à Paris pour y assouvir une vengeance. Donc dès 1842, 2 ans avant la rédaction, Dumas, il y a un truc à trouver là. Alors les fondements de l'histoire, en fait, viennent vraiment de ce qu'on appelle le diamant et la vengeance, l'histoire de Pierre Picot. Alors je ne sais pas si est-ce que vous connaissez Pierre Picot? Oui, ah bah oui, c'est tout lui. Et pardon? Et en plus, alors, Dumas a lu dans les mémoires tirés des archives de la police, parus en 1838, donc tout récemment,
l'histoire de Pierre Picot, évidemment à l'origine du roman, de façon évidente. Et d'ailleurs, Dumas, par honnêteté, il cite ses sources, il publie en annexe de son roman Le Diamant et la Vengeance, l'histoire de Pierre Picot. Alors il s'agit de l'histoire d'un cordonnier nîmois installé à Paris, qui s'appelle Pierre ou François Picot, qui se vante auprès de ses amis. Alors il y a une bande d'amis sympathiques qui s'appelle Loupian, le cafetier, Chaubard, Solari et Alu. Et il se vante auprès d'eux de son prochain mariage, Marguerite de Vigouroux, elle aussi nîmoise, jeune femme riche et belle. Mais alors ceci, par jalousie, le dénonce comme agent des Anglais en 1807, et la France est en guerre contre la Grande-Bretagne, et il dénonce leur ami Pierre Picot en se disant bah, ça va retarder son mariage, on a toujours une chance auprès de notre belle Marguerite de Vigouroux. Picot est arrêté, emprisonné à la citadelle de Fenestrelle, qu'on voit ici, à côté de Turin. Il y rencontre un abbé italien dont il hérite de l'immense fortune. Alors on voit déjà le parallélisme avec Edmond Dantès. Libéré en 1814 à la Restauration, il rejoint Nîmes, déguisé en abbé, l'abbé Baldini, et il retrouve Alu, et en échange d'un diamant, Alu lui raconte toute l'histoire et lui dévoile que Loupian, Chaubard et Solari ont monté le coup pour le faire mettre en prison. Alors, sous divers noms et sans être reconnus, ils les tuent les uns après les autres, enfin Pierre Picot. Alors, Chaubard est assassiné dans des conditions mystérieuses, Solari est empoisonné, le café Loupian disparaît dans un incendie, puis son épouse meurt, et puis enfin il se retrouve seul et ruiné. Mais, et c'est là que ça change, Picot est enlevé par Alu, qui était aussi gredin que lui, donc c'est vraiment une histoire. Il y a des racailles. Il est enlevé par Alu, emmené dans une grotte et rançonné de sa fortune contre quelques aliments. Donc Alu lui vend le pain 400 000 francs, le verre de vin 500 000 francs, exactement comme Danglars avec les outils d'emploi. Et puis, dans un accès de fureur et probablement d'alcoolisme, Alu poignarde son prisonnier, donc il tue la pelouse d'or, et il s'enfuit à Londres. Et sur son lit de mort, un prêtre reçoit sa confession et la rapporte à la police. Et c'est comme ça que ça aurait été publié dans les archives de la police. Mais ces personnages ont-ils réellement existé? Ah, évidemment, Emmanuel de Vigneron avait raison. Il y a un doute. L'auteur des mémoires tirées des archives de la police est un nommé Jacques Peuchet, qui est quelqu'un qui est connu, qui a été qui a travaillé avec Loménie de Brienne et Calonne sous Louis XVI, au ministère dans la haute administration. Après, il a été dans la haute administration sous la Convention. D'ailleurs, il a été emprisonné sous la Terreur et Condorcet l'a sauvé. C'est une espèce d'énarque de l'époque, très très brillant. C'est lui qui a introduit l'utilisation des statistiques dans la gestion publique. Et il s'est passionné pour la police et a compulsé toutes les archives de la police depuis Louis XIV pour comprendre comment la police fonctionnait et comment évidemment on pouvait en améliorer son efficacité. Et il publie ces mémoires qui sont tirées, c'est pas les archives de la police, mais des mémoires tirées des archives de la police. Alors c'est des mémoires qui fournissent de faits divers sordides, scabreux, et où l'imagination semble trouver une part importante. Il présente une telle part d'invraisemblance que beaucoup se sont demandé si ce n'était pas Peuchet qui l'avait écrit, mais plutôt Étienne de la Motte-Langon, qui a acheté les archives à la veuve de Jacques Peuchet. Alors, Étienne de la Motte-Langon, encore un local, est montpelliérain, descendant des plus anciennes familles du Languedoc, et préfet de Carcassonne, puis à la Restauration, il est rétrogradé comme sous-préfet de Saint-Pons. Mais en plus de sa fonction préfectorale, c'est un graphomane qui publie roman sur roman, et en fait c'est un des plus grands écrivains de romans de kiosque de gare du 19e siècle, et la collection Harlequin de l'époque. Et alors, il donne dans le roman historique, il publie des mémoires, des histoires. L'histoire était extrêmement à la mode sous la Restauration, et notamment dès qu'elle devenait un peu mystérieuse, secrète. Alors, il a publié une multitude de romans historiques, donc pour l'essentiel des biographies ou des mémoires, qui sont pleines de détails caustiques et salaces, dont la véracité s'est avérée douteuse, et aujourd'hui, la Motte-Langon est considérée comme le plus grand faussaire de l'histoire de France. Alors il y avait toujours de la coucherie, avec les détails qu'il fallait, de l'escroquerie, de la police, enfin, de l'amour et du crime, tout ce qu'on aime pas. Alors des recherches récentes tentent à montrer qu'aucun Picot n'a jamais existé à Nîmes, qu'Alu ne pouvait connaître l'essentiel des faits qu'il raconte avant de mourir,
et que le diamant et la vengeance paraissent être intégralement inventés. Il semblerait par contre, et ça c'est selon Stéphane Bosson, qui est un généalogiste, professeur à l'université de Nîmes actuellement, il a mené une enquête de recherche avec ses étudiants, et il semble que la note Lambon se soit plutôt inspirée d'un personnage nommé Gaspard-Étienne Pastorel, cordonnier de son état, forçat de son état de venue, forçat marseillais, et détenu plusieurs années à la prison de Fenestrelle. Donc on retrouve Fenestrelle, on retrouve le cordonnier, et on retrouve aussi le fait que ce Pastorel, qui aurait probablement inspiré Picot, qui a certainement inspiré Dantès, en fait, il évoluait dans un milieu limois, donc il crapotait avec ses copains limois, donc c'était de Nîmes. Voilà. Donc en fait, c'est une histoire imaginaire qui semble être la source d'une autre histoire imaginaire. Alors je glisse sur l'après-Monte Cristo, parce que j'avais déjà prévu qu'on n'aurait pas le temps, mais je n'avais pas pensé qu'on aurait encore moins de temps. Je glisse aussi sur ce que c'est que la vengeance, versus justice divine, justice des hommes, la vengeance se situe entre les deux. On en discutera si vous le souhaitez. Et je vais m'interroger sur quelques aspects du roman qui ont retenu notre attachement. Alors d'abord, c'est un roman chrétien, profondément chrétien, dans lequel les références bibliques et surtout évangéliques sont partout. Alors l'Ancien Testament, clairement dans la première partie, on pense à Job, mais on pense aussi à Joseph vendu par ses frères et qui devient après conseiller du Pharaon. Donc on est dans une allégorie biblique. Et puis on retrouve le Nouveau Testament et particulièrement l'Évangile de Matthieu dans la deuxième partie, la partie parisienne, avec par exemple le sacrifice à la demande de Mercédès devant le duel, où il se sacrifie pour sauver le fils de Mercédès, avec le réveil de Valentine qui fait penser à la résurrection de Lazare, ou l'amitié, la pitié qu'il développe pour Maximilien. Alors Dantès porte aussi le nom du Christ, Monte Cristo. Le cachot illustre la mort, l'évasion illustre la résurrection, la mer, il sort de la mer, et ça illustre évidemment le baptême. Edmond s'évade du château d'If à 33 ans, comme le Christ ressuscite à 33 ans. Et comme le Christ ressuscité, personne ne reconnaît Dantès, enfin, sauf Mercédès, peut-être alias Maria Magdalena, personne ne reconnaît Edmond Dantès. Alors, comme beaucoup de héros chrétiens, il est aussi entouré de mystères, et on pense évidemment à Lohengrin. Lohengrin, le fils de Perceval, dans le siècle arthurien, ou l'opéra de Wagner. Et comme Monte Cristo, il arrive sur l'eau, tiré par un cygne. Edmond Dantès arrive sur l'eau, porté par le pharaon. Il se venge du traître Telramund, et il repart sur l'eau. Et Edmond Dantès repart aussi sur l'eau, sur son voilier. On ne connaît ni son nom, ni son origine, et quand il se dévoile à la demande d'Elsa, sa fiancée, il disparaît. Et là, c'est pareil, quand Edmond Dantès se dévoile, c'est que la vengeance est accomplie. Par contre, contrairement au Christ, le Monte Cristo, et c'est ça sa principale différence, il ne pardonne pas assez beaucoup. Il mûrit sa vengeance, il punit les coupables, et il punit aussi la famille des coupables. Donc il étend sa punition bien au-delà des plus responsables. Jusqu'à la fin où il comprend qu'il s'est cru l'égal de Dieu et qu'il a eu tort, qu'il a été présomptueux et cruel, et probablement même sadique. Et il demande pardon, et il sauve Danglars, et il s'autorise à aimer à nouveau. Alors un autre parallèle a été fait, alors il n'est pas de moi celui-là, le mot Dantès évoque le poète italien Dante, et la nuit de comédie. Edmond descend, évidemment Dantès et Dante, c'est par hasard, et on est sûr d'ailleurs que c'est par hasard, c'est fait intentionnellement. Edmond descend aux enfers, guidé par Faria, et Faria prend le rôle qu'avait Virgile dans la Divine Comédie. À Paris, il est au purgatoire, riche et puissant mais malheureux, et puis peut-être à la fin, au dernier chapitre, enfin pardonné, il atteint peut-être le paradis avec Haïdé devenant sa Béatrice, la Béatrice de Dante. Oui, de Dante. Edmond Dantès est un héros romantique, il nous est familier. Le lecteur partage son caractère et ses tourments. On ne peut pas ne pas s'identifier à Edmond Dantès quand on lit le roman. Et après son évasion, il devient secret
et il ne livre plus aucune émotion. Il devient aussi un surhomme par sa connaissance et sa richesse et sa détermination. Il a tous les biens de la terre et toute la connaissance. Et là, évidemment, on pense aux héros romantiques. Manfred, par exemple, de Byron, pour la détermination et le fatalisme. On pense évidemment à Faust. Et peut-être que Haydée ou Mercédès et sa Marguerite, je ne sais pas. Mais évidemment, il est inspiré du Faust de Goethe, hein, pas la légende allemande. Et il y en a bien d'autres. Et on termine sur quelques réflexions plus libres et plus contestables sur le Christ vengeur. Alors, Monte Cristo, c'est un surhomme omnipotent. Il est un Christ vengeur, il veut faire justice dans cette nouvelle société bourgeoise et dépravée du XIXe siècle. Il apporte une réponse à nos frustrations, à notre sentiment d'impuissance, à notre dégoût de l'injustice et de la corruption, et donc, comme je disais, impossible de ne pas s'identifier à Edmond Dantès, et surtout impossible de ne pas se confronter à ces choix moraux qui se complexifient de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'ouvrage. Et donc finalement, Monte Cristo, c'est peut-être un petit peu nous, en mieux évidemment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveaux, on se demandait, est-ce qu'il y a des Monte Cristo d'aujourd'hui, qui sont les Monte Cristo d'aujourd'hui. Alors on peut penser, et ça colle pas tout à fait, mais enfin, on peut avoir une réflexion sur les profondeurs de la corruption, de la richesse mal acquise, de la fraude fiscale, des combines politiques, des cercles de pouvoir, qui sont nos Monte Cristo modernes, qui sont des gens qui s'installent un peu comme vengeurs des pauvres, c'est pas eux, hein, et pour combattre les riches et les puissants qui, par définition, sont des horribles personnages. Alors, ils pensent venger le peuple exploité ou la morale trahie. Ils ne sont souvent pas des victimes directes, mais ils sont solidaires des victimes, ce qui leur donne une légitimité encore plus forte face à leur solidarité. Alors, moi je dis attention à garder l'optimisme dans la nature humaine, hein, il ne faut pas sombrer dans le tous pourri, ni dans le complotisme. On a tous connu des gens puissants et qui étaient des gens intègres, honnêtes et dévoués. Donc, on pourrait dire comme Philinte à Alceste, mon Dieu, faites un peu grâce à la nature humaine et... Qu'est-ce qu'il dit Philinte à Alceste? Mon Dieu, des mœurs du temps, mettez-vous moins en peine et faites un peu grâce à la nature humaine. Voilà. Alors, on peut aussi penser aux nouveaux dictateurs qui se sentent non pas portés par une justice divine, mais ils se sentent portés d'un devoir historique. Alors, il y en a un qui veut reconstituer l'empire tsariste, il y en a un autre qui veut reconstituer l'empire chinois d'autrefois, un troisième qui veut reconstituer l'empire ottoman, un quatrième qui veut reconstituer l'empire perse sassanide. Et donc, c'est des dirigeants, pas toujours très démocrates, et qui pensent que leur destin, c'est de suivre l'histoire. Et que l'histoire leur offrira une rédemption, peut-être en tout cas dans les livres d'histoire. Et je conclus en ouvrant à votre réflexion la dangerosité qui consiste à se sentir porteur d'une mission. Et je vous remercie beaucoup de votre aimable attention en vous demandant de pardonner ma logorée ininterrompue. Ah, c'est vrai. Merci André. Merci André. Mon grand-père était un passionné d'Alexandre Dumas, on avait lu tous ses romans, et il était aussi passionné par le personnage d'Alexandre Dumas. Ah oui, attends, je peux mettre. Il marque comme ça. Donc, il était aussi passionné d'Alexandre Dumas, et il avait trouvé cette anecdote que Alexandre Dumas, à la fin de sa vie, malade, fatigué et de mauvaise humeur, reçoit la visite d'un de ses vieux amis, je ne sais plus qui. Eh bien, il en fait une tête. Ah, oui, alors, je suis une nullité. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je suis un plagiaire, je l'ai fait que dans la facilité populaire. Oh, quand même, le comte de Monte Cristo. Bon, d'accord, le comte de Monte Cristo, c'est bon. Alors, l'explication de l'œuvre d'Alexandre Dumas, moi je le dis à la fin, Alexandre Dumas était antidémocrate.
Et comme mon grand-père, qui était monarchiste. Et tous les deux étaient d'accord que si tu regardes tous les héros de Alexandre Dumas, le courage, l'honneur, la loyauté, tous intégrés de pas et tous prennent la justice dans leurs mains, parce que bien entendu la justice des hommes est un non-sens total. Et pour Alexandre Dumas, la démocratie nous annonçait ce non-sens total, n'est-ce pas? Tout allait se casser la figure, parce qu'on ne prend plus la justice entre nous. Alors, merci Antoine pour ta longue orée très intéressante. Et moi, je remarque une chose, c'est que pour une communication au pied levé, j'avais eu avant. ah oui, tu t'es attaqué à quelque chose de copieux et de ramifié, dirais-je. Moi, ce que je trouve le plus admirable chez Victor Hugo, ce sont ses obsèques. Merveilleux. Du monde populaire. Du monde populaire. C'est ça, je pense, qui marque l'impact que cet auteur a eu sur les contemporains, sur ses contemporains. Et ça, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, merci pour ton côté brillant et de nous avoir intéressés extrêmement avec ta faconde et ton, comment dit-on, j'ai le mot qui m'échappe, de ton brio, voilà. Ton brio à ce personnage extraordinaire. Je crois que les funérailles de Victor Hugo sont considérées comme le deuxième rassemblement ayant rassemblé le plus de monde après la manifestation contre l'école pour tous en 1984. Donc les deux très grands rassemblements qu'on a dans l'histoire, c'est la manif pour l'école libre, enfin contre l'école machin, et les obsèques de Victor Hugo, qui est le seul homme connu ayant eu le nom d'une rue de son vivant.